Hello hello! Alors on se retrouve ici dans une nouvelle vidéo pour parler de Substance Designer, qui est le premier logiciel de la suite Substance d'Allegorithmix. Donc la suite Substance c'est quoi? C'est trois logiciels principalement, Substance Designer, Substance Painter et Substance Alchemist. Alchemist étant le plus récent, j'ai pas encore eu trop l'occasion de l'utiliser, j'avoue que j'utilise beaucoup Substance Designer et Substance Painter. Substance Designer, ça va être un logiciel qui est dévolu à la création de matériaux, ou plutôt de jeux de textures. Donc ça va nous permettre de créer des textures et ensuite de pouvoir soit les appliquer dans des logiciels de 3D classiques ou dans des moteurs de jeu par exemple, mais aussi de les utiliser en tant que matériaux dans Substance Painter et de pouvoir les peindre sur des objets après directement en 3D. Donc c'est principalement ça l'intérêt, c'est de pouvoir vraiment avoir des matériaux qui sont procéduraux, donc qui sont générés, et qu'on va pouvoir appliquer après sur nos objets avec des paramètres qu'on pourra modifier à la volée. Donc nous ici on va se focaliser d'abord sur Substance Designer qui permet de créer ces matériaux, et par la suite on verra Substance Painter pour les peindre justement sur nos objets. Alors attention, petit disclaimer quand même ici, on va surtout s'attacher à voir le fonctionnement de l'interface et comment fonctionnent les graphes, mais je vais pas faire beaucoup de... On va pas faire un gros travail sur les nodes ici dans cette vidéo. Donc ça on verra ça un peu par la suite, donc on va rester dans des choses qui sont assez simples, et on utilisera des nodes vraiment basiques pour vraiment faire un petit matériau, mais vraiment très très simple. Le but, c'est vraiment de vous faire comprendre le système et comment fonctionne Substance Designer, parce qu'encore une fois, c'est un logiciel qui est quand même très, très étrange. Alors, Substance Designer, voilà à quoi ressemble l'interface par défaut. On va tout de suite regarder ici la fenêtre d'Explorer, tout simplement parce que pour vous expliquer les autres fenêtres, j'ai besoin de créer un matériau de base. Donc tant que je ne l'aurai pas créé, on ne pourra pas vraiment voir les autres morceaux de l'interface. Donc au niveau de l'Explorer, vous avez cette fenêtre-là qui nous permet de voir tous les matériaux qui sont, tous les graphes. Donc là, je vais essayer d'utiliser quand même la toponymie existante. Donc tous les graphes vont venir se mettre dans l'Explorer, et ils vont pas se mettre n'importe comment, ils vont se mettre dans des packages, qui sont des sortes de petites boîtes dans lesquelles on va venir stocker nos matériaux. Et ces packages, c'est ça qui sera sauvé sur votre disque dur quand vous sauverez votre fichier. Alors pour créer un nouveau matériau, on va utiliser soit le menu ici, File, New Substance, vous voyez qu'il y a un raccourci CTRL-N, ou vous avez aussi un petit bouton qui est ici. Si je clique dessus, il va m'ouvrir une fenêtre pour me demander ce que je veux créer comme matériau. Alors au niveau de la création des matériaux, vous voyez que j'ai des templates, c'est-à-dire c'est des sortes de préconfigurations. Je peux choisir un des templates existants. Ce qui va faire en fait, c'est me configurer un graphe de base avec des sorties, par exemple les textures qui seront sorties par défaut. Donc j'ai tout, voilà, j'ai toute une liste ici, hein, je peux faire une sélection ici. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va rester ici pour l'instant en PBR Metallic Roughness, parce que c'est ce qui est utilisé dans Unreal et ce qu'on utilisera aussi dans Blender. On peut voir ici dans les graph outputs toutes les textures qu'il va nous sauver. Donc ici, il va nous sauver Base Color, Normal, Roughness, Metallic 8 et Ambient Occlusion. Donc ça, c'est les matériaux, les textures qui seront sorties, mais attention que tout ça peut être modifié par la suite. Je pourrais soit rajouter des textures, soit en enlever si j'en ai pas besoin. Enfin voilà, je pourrais vraiment manipuler ça comme je veux. Donc ça, si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas ici à le chercher dans la liste des templates, hein. Moi ici, je reprends PBR Metallic. Au final, ici, on va pas avoir grand-chose à configurer pour pouvoir créer notre matériau. Il nous demande le nom du graphe par défaut, enfin celui qu'on est en train de créer ici, il nous demande son nom. Moi ici, je vais l'appeler Stone. Ensuite, il demande des informations par rapport à la taille et au format. Donc le format, c'est savoir si on est en 8 bits, 16 bits, 32 bits, etc. Et la taille, c'est tout simplement la taille des textures qui vont être sorties. Alors, petite chose quand même, Substance Designer permet d'avoir des textures qui peuvent être redimensionnées, un peu comme du vectoriel, je dirais. Il va être capable de recalculer une texture pour qu'elle soit plus petite ou plus grande. Vu qu'il n'y a pas d'élément destructif, lui, il saura recalculer l'image en plus grand, par exemple, si vous avez à un moment besoin d'avoir l'image en 4096, ça lui posera aucun problème. Et vous voyez que ici, j'ai un size mode, qui est pour l'instant relative to parent. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ici, relative to parent? C'est tout simplement les matériaux que vous allez créer dans Substance Designer peuvent être inclus dans d'autres matériaux, ou ils peuvent être importés dans Substance Painter. Et donc le mode relative to parent va tout simplement s'adapter soit au matériau dans lequel vous l'avez inclus, soit à ce que vous avez configuré dans Substance Painter. Donc moi je vous conseille de laisser ça, mais vous pouvez aussi passer en absolu, c'est-à-dire que là vous lui donnez une taille fixe, et la texture sera forcément de cette taille-là. Donc moi ici je laisse relative to parent. Idem pour le format, je ne vais pas le forcer à être dans un mode particulier, je vais le laisser en relative to parent et je vais faire OK.
Donc ici maintenant j'ai bien un graphe qui s'est créé, qui s'appelle Stone. Donc en gros ça va être notre matériau, dans lequel on va avoir toutes nos textures qui vont être générées. Et vous avez un package qui pour l'instant s'appelle Unsaved Package. Donc ce package pourra contenir plusieurs graphes, donc plusieurs matériaux, plusieurs morceaux de matériaux, parce que vous verrez que des fois on fait des morceaux de matériaux qu'on va réutiliser après dans d'autres matériaux. Mais je pourrais aussi avoir plusieurs packages ouverts. D'ailleurs, si vous faites clic droit dans cette fenêtre, donc en fonction si vous le faites dans le vide, sur un graphe ou sur un package, vous allez avoir un menu différent. Si je le fais dans le vide, je peux créer un nouveau package. Et vous voyez qu'il me crée un deuxième package dans lequel je pourrais dire clic droit, new, substance graph, donc il va rajouter un graphe à l'intérieur. Ou je pourrais le faire avec le bouton ici, hein, ça fonctionnerait aussi. D'ailleurs ici je peux peut-être le faire, voilà. Ah oui, non, le bouton justement vous crée le package avec. Donc si vous voulez le créer dans le package, il faut faire clic droit sur le package, new, substance graph, et là il faut le mettre là-dessus. Donc ici, vous voyez que j'ai bien 3 packages d'ouvert, dont un avec mon graph stone, ça c'est celui que je vais garder. Les autres, je vais les fermer. Ceux-là, je vais faire clic droit dessus, close, je ne veux pas les sauver. Voilà, donc là je garde uniquement un package et un graph, ça sera bien pour ce qu'on va faire ici, mais en tout cas vous savez que vous pouvez ouvrir plusieurs packages différents, donc plusieurs fichiers différents. Les packages, c'est ce qui sera sauvé sur votre disque, hein. C'est ce qu'on appelle les points SBS. Donc ces points SBS, c'est tout simplement des packages avec plusieurs graphes dedans. D'ailleurs, je vais peut-être vous montrer, on va peut-être le sauver ici, ce package. Vous verrez qu'ici, on pourra aussi le renommer, hein. Pour sauver mon package, rien de plus simple, il suffit de faire ici clic droit sur le Unsave Package, et dans le menu que vous avez là, vous avez un Save As, qui va vous permettre de sauver votre package où vous voulez. Alors moi ici, je vais recopier ici le stone. Le stone, je peux totalement le changer, hein. Ça n'a rien à voir avec le nom du graphe, donc je peux mettre totalement autre chose si je voulais. Bon, moi ici, je vais réécrire au-dessus de celui-là. Et vous voyez que le nom que j'ai mis du fichier vient maintenant s'afficher à la place du nom du package. Donc c'est vraiment ça, hein, le package, c'est votre fichier dans lequel vous allez avoir vos différents graphes. Alors ce que je vais faire aussi, c'est, je vois qu'ici, mon graphe a disparu, tout simplement parce que j'ai créé plusieurs packages et plusieurs matériaux que j'ai fermés. Je vais double-cliquer ici sur Stone, voilà, ce qui va m'ouvrir en fait ce graphe-là dans le graph editor. Donc au niveau des fenêtres, on a l'Explorer, on a l'éditeur de graphes où la magie va s'opérer, c'est-à-dire que on va venir mettre des briques élémentaires qu'on appelle des nodes, qu'on va connecter ensemble et qui vont faire nos textures. On a ensuite les properties, qui est cette fenêtre ici sur la droite. Les properties vont être dépendants de ce qu'on va sélectionner ici. Donc en fonction du node que vous allez sélectionner ici, vous aurez des propriétés des paramètres qui vont s'afficher ici. On a ensuite la bibliothèque, qui est cette fenêtre ici en bas à gauche. Donc la bibliothèque va contenir tous les nodes, donc toutes ces briques élémentaires qu'on va utiliser et qu'on va pouvoir déplacer dans notre graphe. Alors il y en a beaucoup, hein. Vous verrez d'ailleurs qu'on va quand même se limiter globalement à tout ce qui est générateur, filtre. De temps en temps, on ira chercher des choses un peu plus mathématiques quand on commencera à faire des choses un peu plus évoluées. Mais en tout cas, globalement, on va surtout travailler avec les générateurs et les filtres, et les atomic nodes, qui sont des nodes un peu spéciaux, puisqu'on les retrouve ici, mais vous verrez qu'on les retrouve aussi dans la barre de graphe ou dans d'autres menus. Donc voilà, mais principalement on va surtout travailler avec tout ce qui est ici, noise pattern, voilà, jusque transform, et de temps en temps on ira chercher des choses ailleurs, mais je dirais les nodes principaux se trouvent ici. Ensuite on a la vue 3D, là où vous allez voir le résultat de ce que vous allez créer ici, c'est-à-dire qu'il va appliquer vos textures sur cet objet-là. Pour l'instant c'est un cube, c'est le cube par défaut, mais vous verrez que je peux changer ici d'objet, je peux mettre un autre objet qui est préconfiguré, ou je peux aussi charger un objet spécifique et demander à l'afficher ici. Vous avez aussi tout ce qui va concerner les configurations des matériaux. Donc là, le matériau qui est sélectionné pour l'instant, c'est bien un Physically Metallic Roughness, donc le PBR Metallic Roughness, qui va utiliser les parallaxes occlusion. Voilà, vous verrez qu'on peut passer en tessellation. Bon, tout ça, c'est des choses qui sont un peu plus particulières. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. On a aussi cette vue 2D, où là, on va pas forcément afficher la texture finale. D'ailleurs, vu qu'on en a plusieurs, il serait bien embêté.
Donc ça ne sera pas forcément le résultat final qui sera affiché ici, c'est plutôt, ça va être aussi dépendant de ce qu'on va vouloir afficher dans notre graphe. On pourra demander de voir telle ou telle node directement ici en 2D, et vous verrez on aura aussi des opérateurs qui se feront de temps en temps dans cette vue 2D. Donc on l'utilisera aussi des fois pour manipuler nos textures. Et enfin, moi j'ai le Dependency Manager qui est ouvert là, mais vous inquiétez pas, normalement vous ne l'avez pas d'ouvert, c'est tout simplement, j'ai fait ça pour bloquer la partie basse, vu que j'avais ma caméra à cet endroit-là. Mais vous, normalement, les paramètres devraient faire ici toute la hauteur. Alors, avant de vous expliquer en profondeur les nodes et le fonctionnement des connexions, etc., on va déjà regarder un petit peu comment manipuler ces différentes fenêtres. Donc le graphe, vous avez le bouton du milieu qui va vous permettre de vous déplacer ici dans le graphe. La molette va vous permettre de zoomer, de dézoomer. Vous avez le clic droit qui vous fait un menu. Et voilà, pour le graphe, c'est à peu près tout ce qu'il y a ici à savoir. Pour la vue 3D, vous allez avoir le clic gauche qui vous permet de tourner votre objet, le bouton du milieu de le faire se déplacer, et encore une fois, la molette pour zoomer, dézoomer. Bon, là, vous avez aussi le clic droit qui vous permet de zoomer, dézoomer, si vous ne voulez pas utiliser la molette. Et enfin, dans la vue 2D, vous allez pouvoir zoomer, dézoomer avec la molette. Et pareil, quand vous êtes en mode zoom, vous pouvez vous déplacer avec le bouton du milieu sur votre image. Voilà, donc vous zoomez, dézoomez et vous déplacez. Par contre, quand elle est ici visible en plein écran, enfin, quand toute la texture est visible, là, vous ne pouvez pas la déplacer. Hein. C'est vraiment quand vous êtes zoomé ici que vous pourrez vous déplacer. Voilà, donc rien de très compliqué. La molette vous permet aussi, si vous avez des grands panneaux dans la bibliothèque, par exemple, d'utiliser la molette pour descendre et monter. Bon, ça c'est vraiment très, très classique, hein, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Alors rentrons maintenant dans le vif du sujet. On va regarder comment fonctionnent ces graphes et comment on va pouvoir ajouter des nodes, les connecter, etc. Donc là, vous voyez que par défaut, il est venu me créer des nodes de départ. Donc qu'est-ce que j'ai? Toute la partie droite, les nodes que vous avez ici à droite, donc la ligne, la colonne ici, ce sont les outputs. Donc les outputs, ce sont les nodes qui ont été générés pour nous quand on a choisi PBR Metallic Roughness et qui représentent les textures qui seront exportées sur notre objet. Donc ce que vous voyez ici actuellement sur le cube, c'est ce qui est ici affiché. Donc là, vous voyez que j'ai bien la base color qui correspond sur la vue 3D et ici ce que j'ai en 2D. Donc on a bien base color, normal, roughness, métallique, ambient occlusion et 8. Et sur la gauche, il est venu mettre des nodes qu'il a connectés par défaut, soit des nodes comme ici de couleur, donc pour donner une couleur à notre objet, soit des nodes un peu plus spécifiques, comme ici la normale, qui est un node qui va générer une normale à partir d'une image en noir et blanc. Bon, moi ici, il n'y a rien de connecté, mais donc il me met la normale par défaut qui est lisse, tout simplement. Donc ça, c'est voilà, c'est ce qui m'a créé vraiment au départ. Avant d'aller plus loin et vous montrer les autres nodes, comment ils fonctionnent, donc ça, je vais peut-être le mettre un petit peu sur le côté. Pour l'instant, on ne va pas trop s'en préoccuper. Je vais déjà vous expliquer le fonctionnement des nodes. Donc les nodes, vous avez ici dans les atomic nodes, des nodes vraiment élémentaires, que vous allez utiliser vraiment très très souvent. Il y en a certains qu'on utilise 50 fois dans un graphe, notamment le blend par exemple. Vous avez des nodes un peu plus spécifiques, mais globalement ces nodes-là font partie de la boîte à outils un peu régulière. Ensuite vous avez des nodes qui sont très particuliers, qui seront beaucoup plus compliqués, où on aura beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties. Donc nous ici on va commencer par les atomic nodes. Et on va prendre un des nodes qui avait été créé pour nous ici à la base, c'est le Uniform Color. Donc le Uniform Color, vous l'avez ici dans les Atomic Nodes en bas. Si je veux en créer un, il suffit que je clique dessus et que je le glisse dans mon graphe. Et ici, il vient de me créer un node. Mais je pourrais aussi l'utiliser avec le petit bouton qui est ici. Donc les Atomic Nodes, ils ont cette particularité qui sont présents ici dans la barre en haut. Donc si je clique dessus, voilà, il vient de me créer le même node. J'aurais pu le créer aussi en faisant clic droit, Add Node. Vous voyez que j'ai une liste. En fait, c'est la même liste qui est ici. Hein. Donc vous pouvez aussi le créer ici. Et enfin, la dernière possibilité, c'est de faire barre espace. Il vous ouvre une fenêtre de recherche. Donc vous pouvez trouver dans cette liste la totalité des nodes qui sont existants, que vous pouvez mettre ici dans votre graphe. Et par défaut, il vous affiche
les plus communs, les atomiques, il vous les affiche ici directement, donc vous les avez ici, je pourrais juste cliquer sur Uniform Color. Alors tant qu'on est à parler de ce menu-là qu'on a avec barre espace, c'est sans doute la manière la plus commune que vous allez utiliser pour créer vos graphes. C'est très rare qu'on vienne chercher ici dans la liste. Moi je le fais notamment pour les noise, tout simplement parce que ça me donne une sorte de repère visuel, je vois un peu les nodes, à quoi ils ressemblent, et donc j'essaye en même temps de chercher un peu ce que je vais faire au niveau de mes matériaux. Ou les patterns, voilà, c'est un peu la même chose. Pour tout ce qui est filtre, etc., on va plutôt essayer de travailler en essayant de retenir les noms. Alors au début, c'est pas évident, hein. Et tant que vous ne connaîtrez pas les noms des nodes, bah, vous irez les chercher ici dans la liste ici. Mais vous verrez qu'après, bah, quand on les connaît, c'est plus simple de faire barre espace et de commencer à taper le nom. Par exemple ici, si je commence avec cure, vous voyez qu'il vient me chercher toutes les curvatures. Mais ça, encore une fois, il faut connaître le nom des nodes. Donc vous avez toutes ces possibilités-là pour créer les nodes, soit depuis la bibliothèque, soit la barre ici, soit le menu barre espace pour le créer. Ce menu clic droit ici, bon, c'est quand même assez rare qu'on vienne le chercher ici, c'est pas très pratique, mais bon voilà. Ça, vous verrez peut-être de temps en temps que je l'utilise par habitude ou voilà. À savoir aussi, ce menu barre espace, vous allez l'avoir quand vous ferez une connexion dans le vide. Il va vous ouvrir ce menu-là. Automatiquement, il va vous demander à quoi vous voulez connecter en gros votre node. Bon, ça, vous le verrez, on le refera de toute façon. Commençons maintenant à voir un petit peu mon uniforme color. Alors, l'uniforme color, c'est un node qui est très simple. Pourquoi? Parce qu'il a peu de paramètres, il a une sortie, il n'a pas d'entrée, et cette sortie, elle est de type couleur. Alors, comment on reconnaît les nodes qui vont avoir une sortie en couleur ou en noir et blanc? Ben, je vais créer ici un deuxième uniforme color, donc là j'ai fait CTRL-C, CTRL-V, hein, bêtement. Donc là, ici, j'ai un premier uniform color, ici un deuxième, et ce deuxième uniform color, dans ses paramètres, je vais lui dire qu'il n'est pas en color mode color, je vais lui dire qu'il est en color mode grayscale. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, ma sortie, elle est plus de type couleur, elle est de type grayscale. Et ça, c'est les deux principaux types que vous allez avoir en sortie et en entrée. C'est soit couleur, soit grayscale. De temps en temps, vous aurez un node, histoire de compliquer un petit peu les choses, vous aurez un node comme le blend, où vous allez avoir des entrées et des sorties qui sont avec les deux couleurs. Vous avez ici du jaune et du gris. Donc ça, c'est tout simplement des entrées qui peuvent soit accepter de la couleur, soit accepter du noir et blanc. Par contre, vous voyez qu'ici, l'opacité, le dernier paramètre en entrée que je peux mettre sur mon blend, lui, il veut absolument du noir et blanc. Si j'essayais de connecter de la couleur ici, vous voyez ce que ça donne, il va me mettre un pointillé rouge pour m'indiquer que c'est pas possible, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, tant qu'on est dans les connexions, bah voilà, on va expliquer un petit peu les connexions. Donc, si vous voulez faire une connexion entre deux nodes, il vous suffit de cliquer ici sur une sortie et de dire où vous voulez le brancher. Là, ici, bon, moi je l'avais déjà mis sur Opacity. Si vous voulez l'enlever, il suffit de faire Alt et de cliquer dessus. Alors, ça fonctionne soit ici sur l'entrée, soit sur la sortie, hein. Donc ça, c'est voilà. Si vous faites Alt et que vous cliquez sur une entrée ou une sortie, il va le déconnecter. Alors, quel est l'intérêt de pouvoir le faire sur les deux? Ben, c'est parce que cette sortie-là, je peux la connecter à plusieurs entrées différentes. Je ne pourrais pas faire le contraire. Je ne pourrais pas venir brancher deux choses. Vous voyez que si ici je fais cette connexion-là, il l'enlève ici. Donc c'est possible dans un sens, mais pas dans l'autre, hein. Donc vous pouvez avoir une sortie qui est branchée sur plusieurs entrées. Vous ne pouvez pas avoir une entrée qui est branchée sur plusieurs sorties. Ça ne serait pas possible. Donc vous voyez que j'ai bien cette ligne pointillée. Maintenant, là où ça se complique, c'est si je venais mettre ici, donc vous voyez qu'ici je vous avais dit on peut choisir soit couleur, soit noir et blanc. Si ici je choisis de mettre du noir et blanc, et que ici je viens mettre de la couleur au-dessus, vous voyez que j'ai un pointillé rouge, alors que cette entrée était censée pouvoir prendre l'un ou l'autre. Eh bien vous allez avoir des nodes où les entrées vont évoluer en fonction de ce que vous allez brancher. C'est-à-dire que maintenant que j'ai branché ici du noir et blanc, un grayscale en bas, sur le background, je ne vais pas être capable de brancher de la couleur au-dessus. Donc il faut juste faire attention à ça. De temps en temps, vous allez avoir des nodes comme ça qui vont être dépendants des autres entrées. Les entrées vont être interdépendantes.
Et donc, si vous commencez à brancher des choses, de temps en temps, vous pourriez avoir une erreur comme ça, tout simplement parce que votre type de sortie est pas la bonne. Ici, j'essaye de brancher de la couleur, lui, il veut du noir et blanc, bêtement. Donc, vous verrez qu'on a des nodes pour nous permettre de résoudre ce problème-là, hein. On va pouvoir facilement convertir cette couleur-là en noir et blanc, ou le contraire, convertir le noir et blanc en couleur si on en a besoin. Donc tout ça, bien évidemment, c'est prévu, tout est fait pour vous permettre de faire ça. Donc moi, ici, je vais redéconnecter ça. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme possibilité au niveau de ces nodes? On peut faire Shift sur un node. Si on veut redéplacer, par exemple ici, vous voyez que j'ai remplacé la sortie qui était au début sur mon premier uniforme color. Je l'ai mis sur le deuxième en faisant Shift et en cliquant dessus. Et vous voyez, il va déplacer toutes les entrées. Il vient les déplacer, toutes les connexions, il va les déplacer en même temps. De temps en temps, vous verrez que c'est un peu bizarre parce que oui, il est même capable. Alors, je vais essayer de vous le faire ici, ça sera peut-être plus simple. Imaginez que j'ai ici une connexion qui a déjà été faite ici. Si je viens faire Shift, je prends les connexions que je viens le replacer ici, vous voyez que forcément, là, il y a un souci. C'est je ne peux pas connecter cette sortie-là à ses propres entrées. Il va être capable de le détecter. C'est-à-dire qu'ici, il va garder à ce moment-là ces deux connexions-là, et il va juste refaire la dernière. Pour l'instant, ça, je l'enlève. Là encore, pour enlever un node, rien de plus simple, hein, vous le sélectionnez, vous faites Delete. Il va vous le remettre. Donc, moi, ici, je remets mon blend. On aura l'occasion de voir après les paramètres et à quoi sert ce blend, hein. Là, je l'ai utilisé tout simplement parce qu'il a plusieurs entrées et que c'est facile pour moi de vous montrer des choses vis-à-vis des connexions. Au niveau des connexions d'entrée, vous voyez que j'ai aussi le background ici où il y a un petit point au milieu. C'est tout simplement parce que c'est l'entrée principale, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a certains paramètres qui vont être utilisés par rapport à cette connexion-là. Notamment, vous aviez vu que quand j'ai créé mon matériau, je pouvais choisir si on était en 8 bits, 16 bits ou la taille, par exemple. Et bien ça, ce node-là, la résolution par exemple de la texture et savoir si on est en 8 bits ou 16 bits, etc., il va le dériver, il va l'hériter de ce qui sera connecté ici. Donc en fonction de ce que vous allez connecter ici, il va changer les paramètres que vous avez ici sur ce node-là. Alors ça, justement, j'aborde autre chose, c'est que chaque node peut être indépendant au niveau de sa résolution et de sa profondeur, à savoir 8 bits, 16 bits, etc. Donc là, vous voyez que tous mes nodes sont en 2048 sur 2048. Alors celui-là, il est en C8, c'est-à-dire color 8 bits. Celui-là, il est en L8, donc luminosity 8 bits. Et vous verrez que de temps en temps, on aura du 16 bits, donc vous aurez par exemple 2048, mais il sera marqué L16. Vous savez que c'est du 16 bits par couche, parce que c'est une image en noir et blanc, par exemple, qui va servir à faire du relief, et donc on a besoin qu'elle ait plus de profondeur, sinon on aurait un effet d'escalier dans notre livre, donc c'est pas forcément ce qu'on veut avoir. Et ce 2048, il n'est pas fixe. C'est-à-dire que là, pour l'instant, ces nodes-là sont en 2048. Vous verrez par la suite qu'on peut changer leur taille, et je pourrais en avoir un en 512 et l'autre en 2048. Alors quel intérêt? Peut-être parce que le node qui est en 512, le but après, c'est de le faire x4. Je vais peut-être le répéter 4 fois. Et donc du coup, si je fais 4 textures de 512, ça me donne 2048. Donc j'ai pas besoin d'aller plus haut au niveau de la texture. Donc voilà, ça peut arriver qu'on ait des différences comme ça. Je vais pas m'étendre plus sur le sujet pour l'instant. Ça reste très spécifique et on aura l'occasion de le voir au moment où on l'utilisera. Mais voilà, sachez qu'en tout cas, le petit point ici vous donne le node, l'entrée qui est principale et qui va permettre d'hériter des propriétés du node qui est connecté à cette entrée-là. Alors ici, vous avez vu que j'ai une sortie sur ce node-là. Là aussi, j'en ai une, mais par contre, j'ai 3 entrées. Ça va varier grandement. On aura des nodes qui auront beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties. D'autres où il y a une entrée, une sortie. Certaines auront une entrée en noir et blanc et sortiront de la couleur. Enfin voilà, on a un peu tous les mélanges possibles et inimaginables. Faites juste attention quand vous faites vos connexions, de bien connecter les bonnes couleurs entre elles, et de pas mettre du noir et blanc là où il attend de la couleur, forcément, ça n'ira pas. Alors petite info aussi, c'est les entrées et les sorties, vous voyez qu'elles ont des noms. Quand je clique ici sur un node, quand je passe ma souris dessus, il me met bien, ici par exemple, il me dit que c'est le foreground, donc l'avant-plan, l'arrière-plan et l'opacité.
On aura des nodes qui nous donnent des infos. Si je prends... Bon, là, il me met juste input. C'est pas forcément un bon exemple. Si je prends le node ambient occlusion, et voilà, lui, il me dit qu'il attend... Alors, c'est une image en noir et blanc, mais le nom, c'est 8. Donc, quelque part, il nous indique qu'il veut une image en noir et blanc, mais qui correspond à une hauteur, en fait, pour pouvoir créer les ambiantes occlusions. Donc vous aurez parfois, quand vous ne connaissez pas trop un node, regardez un petit peu le nom des inputs, ça pourra vous aider à savoir ce qu'il attend comme entrée et comme sortie. Maintenant qu'on en a fini avec les entrées-sorties, on va regarder un petit peu le reste. Donc là, si je sélectionne un node, vous voyez que j'ai un rond qui apparaît en haut à gauche, une feuille avec voilà, des petites lignes noires. C'est tout simplement, il m'indique que ce node-là, c'est celui qui est en train d'être affiché dans les paramètres. Si j'en avais plusieurs, si je prends, je sais pas, je vais mettre un noise par exemple. Donc si je clique une fois, vous voyez que le petit rond ici avec la feuille change et vient se mettre, et j'ai bien les paramètres qui se changent en fonction de ça. On a ici un autre rond, que vous voyez là. Alors je vais peut-être en créer un, je vais encore mettre un autre noise, comme ça on en aura plusieurs, on va pouvoir s'amuser avec ça. Voilà. Donc ici, vous voyez que juste en cliquant, je vais juste changer le rond avec la feuille, mais je ne vais pas ici changer le petit damier. Le petit damier nous indique ce qui est affiché dans la vue 2D. Si vous voulez changer ce qui est affiché ici, il vous suffit de double-cliquer sur le node. Si je double-clique ici sur ce node-là, là maintenant il me l'affiche dans la vue 2D. Et si je fais juste un clic sur les autres, vous voyez que c'est toujours cette image-là qui sera affichée ici. Donc ça, c'est super intéressant. Vous verrez par la suite pourquoi. Tout simplement parce que ça nous permet de demander d'afficher dans la vue 2D un node qui est très loin dans le graphe, et de revenir faire des changements dans des nodes précédents, et de voir directement ce que ça va avoir comme influence sur la fin du graphe. Donc on peut voir le résultat, en fait, de l'opération. Donc c'est très intéressant que les deux soient détachés comme ça, et qu'on puisse à la fois afficher quelque chose ici, mais qu'on puisse changer les paramètres d'un autre node sans que lui soit affiché en 2D. Donc voilà, c'est un petit peu la spécificité. Donc si vous cliquez une fois, vous pouvez changer les paramètres. Si vous cliquez deux fois, c'est pour demander de l'afficher dans la vue 2D. Et on en a un dernier, qui est ici, le petit cube, qui nous dit en fait ce qui est affiché sur l'objet 3D. Donc là, il me dit que toutes ces textures-là, mais tous mes outputs ici, sont pour l'instant affichés sur mon cube en 3D. Imaginons que je veuille voir ici sur ma vue 3D ce node-là, pour la couleur. Je pourrais le faire en faisant clic droit dessus. Alors déjà, vous voyez, quand je fais clic droit sur un node, j'ai un menu. Hein. Et dans ce menu, je vais avoir un View in 3D View. Je peux lui demander de le mettre sur la Base Color. Et là, maintenant, c'est ce node-là, qui est noir, qui est affiché en tant que couleur de mon cube. Si je voulais le remettre ici sur le Base Color, ici, je fais clic droit, View in 3D, Color. C'est revenu ici. Alors bien évidemment, c'est plus rare qu'on change sur la vue 3D, ça arrivera, mais c'est quand même moins, on en a moins besoin que de voir en 2D, donc c'est pas forcément quelque chose que vous ferez tout le temps. Donc voilà, au niveau des ronds, ici vous avez les petites icônes qui vont se mettre en haut à gauche. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est peut-être voir le fonctionnement de quelques nodes particuliers et les paramètres qu'ils vont avoir. Donc on va commencer avec le Uniform Color. Et plutôt que de changer celui-ci, je vais prendre celui qui est connecté à ma Base Color, donc qui est visible à la fois sur l'objet 3D, et que je vois ici, si je double-clique sur Base Color, voilà, il me montre aussi le résultat en 2D. Alors le Uniform Color, il n'a pas tant de paramètres que ça, c'est pour ça qu'il est assez simple. On a on peut soit lui dire qu'il est en couleur ou en noir et blanc. Si je le mets en noir et blanc, là ça devient très simple. J'ai juste un slide pour sélectionner la luminosité, ou je peux cliquer ici sur le petit carré pour venir chercher une couleur spécifique. Mais comme je suis en mode grayscale, même si je viens prendre un rouge, par exemple ici, il va quand même me l'afficher en noir et blanc. Il va uniquement me garder la luminosité en fait. Si maintenant j'étais en couleur, là si je clique sur le petit carré, je vais pouvoir mettre vraiment une couleur, et vous voyez qu'il va me la garder. Donc je vois directement le résultat ici sur ma 3D. Et ici, vous voyez que voilà, il m'a réglé, alors par défaut il est en HSV, mais je pourrais demander, si je décoche ici HSV, je vais avoir du RGB. Ah.
Donc là, il y a un alpha aussi, hein. Alors si je diminue ça, vous voyez qu'en diminuant l'alpha, ça n'a pas d'impact ici sur la vue 3D, tout simplement parce que par défaut, mon matériau n'a pas de transparence. Donc forcément, là, il m'affiche rien de spécial, il m'affiche la couleur, mais il ne prend pas du tout en compte l'alpha. On peut s'arranger pour que, effectivement, la couche alpha serve à quelque chose, mais là, en tout cas, pour l'instant, par défaut, ça ne sera pas le cas. Et par défaut aussi, la couleur, ici, étant sRGB, voilà, ça vous permet d'avoir une meilleure qualité au niveau des couleurs quand vous allez exporter vos textures, ou une cohérence, on va dire, au niveau des couleurs qui sera meilleure. Voilà. Au niveau de l'uniform color, il n'y a pas grand-chose de plus à paramétrer. Alors, tous les nodes ont des base parameters, quasiment la même chose pour tous, sauf pour les sorties, vous voyez qu'ici, j'ai un truc un peu différent. Mais tous les nodes que vous allez avoir ici, les base parameters seront un peu communs. Je ne vais pas les faire dans l'immédiat. Même si tous les nodes ont ces paramètres-là, c'est pas forcément les premiers paramètres que vous allez modifier. Donc ceux-là, on va les laisser de côté un petit peu pour l'instant. Et on les fera quand on en aura besoin. Donc au niveau des spécifiques parameters, donc pour l'uniform color, j'ai ceci. Et le node, je ne vais pas faire 50 nodes ici dans cette vidéo, parce que je vous dis, le but c'est surtout de vous faire comprendre le fonctionnement. Mais je vais quand même utiliser donc le blend node, qui est cette icône ici. Je vais vous expliquer un petit peu comment il fonctionne, parce que vous allez l'utiliser très 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 souvent. Le blend node, c'est l'équivalent de calque. C'est presque comme si je vous disais, voilà, vous avez un système de calque, et le blend node va vous servir à superposer différents calques dans votre image. Alors le plus simple, c'est ici, je ne vais pas forcément travailler avec des couleurs, on va utiliser des noise. Donc des noise, ce sont des nodes qui sont générés de manière algorithmique, hein. Voilà, ils vous génèrent du bruit. On en a plusieurs différents. Vous voyez que j'ai tout un tas de bruits de types différents. Ces noise ont aussi des paramètres qu'on va aussi pouvoir modifier pour leur donner un aspect un peu différent. Bien évidemment, ça ressemblera plus ou moins à chaque fois à ça, hein, mais vous verrez qu'on a quand même des nodes qui peuvent avoir, avec les paramètres, vous nous donner des résultats qui sont quand même bien différents. Donc moi ici, je ne vais pas chercher la complexité, je vais juste prendre deux nodes. Donc je vais prendre un Cloud 2 et je vais prendre... je vais vous prendre un pattern. Comme ça, vous verrez aussi la différence. Donc les patterns, la seule différence, vous voyez que c'est des choses qui sont beaucoup plus droites, beaucoup plus presque vectorielles. Donc on a des motifs comme des dégradés, des choses comme ça. On a aussi des nodes qui sont très compliqués, je vais vous en montrer un. Par exemple le tie sampler. Vous voyez qu'on a beaucoup d'entrées et une sortie. C'est un node qui est super chouette, qui permet de faire des choses très, très bien, mais voilà, qui n'est pas forcément tout de suite facile à utiliser. Donc ça aussi, on le laissera peut-être un peu pour plus tard, hein. Donc là, voilà, on va se limiter à des choses très simples ici. Je vais prendre un checker et un cloud, et on va essayer de s'amuser un petit peu avec ça. Donc ce sont deux nodes qui sont en noir et blanc, très important. Pourquoi très important? Parce que si je veux les mixer, c'est bien qu'ils soient tous les deux en noir et blanc. S'il y en avait eu un en couleur, ça m'aurait un petit peu embêté. Si je viens connecter ces deux-là, donc je mets le cloud en bas et le checker au-dessus, si je double-clique sur mon blend, voilà ce qui m'affiche. Alors pourquoi? Parce que pour l'instant, j'ai mis deux calques. Le calque du dessous, c'est le cloud, le calque du dessus, c'est le checker. Mais le checker, je lui ai rien donné comme paramètre, il n'a pas ni mode de fusion, ni opacité, ni quoi que ce soit, et donc, forcément, les deux sont superposés, il me montre la couche du dessus. Qu'est-ce que je vais avoir comme paramètre sur le blend? Je vais pouvoir changer l'opacité. Vous voyez qu'ici, je peux changer ici l'opacité de la couche du dessus. Pareil, vraiment sur la couche du dessus, hein. Mais je pourrais aussi changer son blend mode. Le blending mode, c'est le mode de fusion, comme dans Photoshop, hein, vous avez multiplication, soustraction, addition, etc. Alors, il n'y a pas exactement tous les modes de fusion qu'il y a dans Photoshop ou dans Krita ou dans ce que vous voulez, mais voilà. En tout cas, c'est des modes de fusion. Et vous voyez qu'en overlay, ça me permettrait de faire ce genre de choses-là. Donc ça, c'est le mode classique, où c'est juste pour superposer des éléments et utiliser soit l'opacité, soit un mode de fusion. J'en parle vite fait, même si on l'utilisera pas tout de suite. On a aussi la possibilité de cropper. Je peux dire ici que je vais prendre qu'un petit morceau
Et que je peux sélectionner pour dire je veux uniquement que la texture du dessus se fasse dans ce carré-là. C'est pas forcément le truc qu'on utilisera le plus souvent, mais en tout cas, de temps en temps, ça peut servir. Donc voilà, vous savez que vous pouvez cropper ici votre blend. Alors là, c'est bien, j'ai deux connexions, mais vous voyez qu'il m'en reste une que j'ai pas utilisée ici, l'opacity. L'opacity, en fait, elle va me permettre de créer un masque. Alors pour que ça se voit bien, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre ici mon blend en mode copy, qui est le mode normal, hein, avec l'opacité à fond. Donc là, ici, je ne vois plus que mon checker. Et je vais prendre un troisième node. Je vais venir ici prendre, par exemple, un gradient linéaire. Là, avec ces trois connexions qu'on a ici, si je demande à afficher le blend, voilà ce que ça va me faire. Il va utiliser en fait le gradient linéaire que j'ai mis ici pour décider s'il doit afficher le foreground ou le background. En gros, c'est presque comme si je mettais une couche alpha sur le foreground que j'ai branché ici en haut. Ça, on pourrait s'en servir de manière totalement différente. Je vais vous donner un exemple simple. Imaginons que ce soit le checker que j'utilise ici comme opacité et que je vienne mettre des uniformes color ici. Encore une fois, là j'ai fait CTRL-C, CTRL-V. Donc je mets deux uniformes color, et celle-ci je vais mettre une couleur, et celle-ci une autre couleur. Eh bien vous voyez que je vais avoir ici un pattern qui va se créer. En gros, c'est une manière que j'ai utilisée pour colorer cette image qui était en noir et blanc. Alors ça peut être utile de temps en temps. Vous verrez qu'on a plusieurs manières différentes de mettre de la couleur sur une image qui est en noir et blanc. L'avantage de celle-ci, c'est que les couleurs que vous avez là sont après utilisables en tant que paramètres. Donc je pourrais en fait demander à exposer la couleur qui est ici, ces deux couleurs-là, et par exemple dans Substance Painter, pouvoir les changer. Donc avant de les appliquer sur mon objet, je pourrais demander à changer ces couleurs-là, choisir les deux couleurs, et du coup mon matériau, quand je le peindrai, il sera avec les couleurs que j'ai choisies. Chose qu'on peut difficilement faire avec les autres techniques pour transformer ici du noir et blanc en couleur. Vous verrez qu'on a un truc qui s'appelle le gradient map ici. C'est un peu plus compliqué. On peut mettre après des choses qui vont changer les couleurs, mais ça devient plus des filtres. Voilà, c'est un peu différent. Donc cette technique-là, moi j'avoue que je l'utilise quand même assez souvent quand je dois avoir de la couleur qui vient d'un node en noir et blanc. Je trouve ça parfois plus intéressant ça. Et là où c'est d'autant plus intéressant, c'est que là j'ai connecté des couleurs, comme ici, mais je pourrais connecter autre chose. Alors ici je vais vous refaire, on va commencer à faire des choses un petit peu plus compliquées. Si je prends... Alors je vais prendre ça ici, et je vais prendre un autre pattern qui est quand même assez visible, enfin qu'on reconnaisse. Voilà, le Messi Fiber par exemple. Très bien. Donc là ici j'ai refait deux nodes de noise. Je vais recréer des blends. Je vais mettre en opacité. Ici, je recrée deux blends, et à chaque fois je mets ces deux trucs-là. Ces connexions-là, par contre, on va pas les mettre, on n'a pas besoin. Voilà, donc ici, vous voyez, j'ai deux blends, et ces deux couleurs-là, c'est pareil, je vais les dupliquer. Là, attention que je ne fais pas forcément quelque chose qui serait... on ne le ferait pas forcément exactement comme ça pour après faire des matériaux. Là, c'est plutôt pour les besoins de l'exemple. Donc ici, j'ai ça, et ici, j'ai ça. Je vais donner des couleurs différentes. Alors, désolé, ça sera peut-être un petit peu flashy. J'essaye pas forcément d'avoir des couleurs. Le but, c'est qu'on les reconnaisse. Faire un truc comme ça. Donc vous voyez, j'ai vraiment deux choses totalement différentes. Et ben, je pourrais très bien dire ça. Je vais effacer mes deux uniformes couleurs ici. Et ça, je vais le connecter en bas. Et ça, je vais le connecter en haut. Et ça va me donner ceci. Là, c'est très laid, mais je vous assure que de temps en temps, ça peut donner des trucs bien. Donc ça, c'est le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir faire des connexions, et puis refaire des connexions, et refaire des connexions. Donc des blends, vous allez parfois en avoir plein en cascade. Vous aurez plusieurs blends qui vont s'accumuler jusqu'à vous donner le résultat que vous vouliez. Donc voilà, ça c'est le blend. Encore une fois, c'est un des modes
des nodes pardon, que vous allez utiliser, mais de manière systématique dans vos graphes. Donc il faut vraiment essayer de bien comprendre comment il fonctionne et essayer de le maîtriser. Je ne vais pas aller forcément beaucoup plus loin, je vais vous montrer deux, trois autres nodes rapidement, parce qu'ils sont assez simples à comprendre ou qui font appel à des choses qui sont un peu connues. Je peux vous montrer alors je vais repartir ici. Voilà, donc ici j'ai mis un grunge. Donc si, encore une fois, hein, ici je fais juste glisser dans le vide pour avoir ce menu-là, et dans le menu, je vais venir chercher un level. Donc le level, bah, c'est tout simplement les niveaux. Comme dans Photoshop, vous pouvez changer les niveaux. Qui me permet avec la partie supérieure ici de changer le contraste. Et ici je peux contraster en fait mon image et venir sélectionner presque une plage de l'image. Et avec celle d'en dessous, vous pouvez changer la luminosité. Je pourrais même ici, en inversant ces deux flèches-là, inverser ma texture. Donc voilà, le level, encore une fois, c'est quelque chose qu'on va utiliser beaucoup. Alors là, jusqu'à présent, on faisait surtout sur la couleur, mais regardez, qu'est-ce qui se passe si maintenant ça, je viens de mettre sur le roughness, par exemple. Je veux ici bien, voilà. Je me retrouve avec, et que j'ai une partie de mon objet qui va avoir des reflets nets et le reste des reflets flous. Bon là, c'est très contrasté. De temps en temps, vous n'aurez pas besoin d'avoir quelque chose, mais vous voyez que vous pouvez le changer en temps réel et vérifier le résultat ici. Ça vous permet de facilement avoir un retour visuel sur ce que vous êtes en train de faire. Si maintenant bah, mon objet était métallique, j'aurais juste ici dans mon uniform color, si je le mets à 100, là maintenant j'ai un objet qui est métallique. Et je pourrais dire, je veux utiliser ça aussi pour le métallique, mais peut-être l'inverser. C'est-à-dire de dire que ce qui était blanc ici, par exemple, c'est de la poussière sur mon métal. Donc logiquement, le roughness de la poussière, bah, c'est mat. La poussière, c'est mat. Mais en même temps, la poussière, c'est pas métallique. Donc il faudrait que le métallique de ce qui est mat ici, ce qui était blanc ici, il faudrait que ça soit noir en fait dans le métallique. Donc il faudrait inverser ce truc-là. Donc j'en profite pour vous montrer un autre node, qui est le node invert. Je ne sais pas s'il est dans les atomiques, lui, je pense que non. Il n'est pas dans les... Donc ça doit être dans Adjustment. Vous avez ici un invert grayscale. Soit je peux le prendre ici, hein, ça c'est la première solution, soit vous faites ici barre espace et vous cherchez invert. Là, vous avez tous les inverts, donc la grayscale. Si je connecte ça, voilà ce que ça me donne. Encore une fois, bah là c'était très contrasté et j'ai vraiment du noir et du blanc. Mais voilà l'avantage, c'est ce que je vous disais ici. Si je double-clique sur métallique, ce que je vois ici c'est le métallique, donc avec l'inversion. Si maintenant je clique une fois sur le level et que je fais des changements, et bien en fait ici je vois directement ce que ça va me donner avec l'inversion. Et donc je pourrais ici venir faire des modifications pour avoir quelque chose de un peu moins violent. Imaginons que j'ai envie de garder le côté vraiment métallique. Donc, je veux juste changer ici le noir, qui soit moins... qu'en gros la poussière n'est pas totalement enlevée le côté métallique, ben, je peux le faire ici. Et vous voyez que ça va me donner ce genre de choses-là. Je vais dans des extrêmes. C'est rare que vous iriez dans des choses comme ça, vraiment à ce point-là contrastées, même ça arrive. Hein. Mais voilà, en tout cas, avec le level et l'invert, vous pouvez comme ça facilement travailler là-dessus. Je vais aussi peut-être vous expliquer le node normal, vu que lui, il est en plus par défaut. Ça, je peux le laisser. Hein. Le node normal, il est par défaut quand vous allez créer le PBR. Donc là, pour l'instant, ça ressemble à ça. Peut-être refaire un topo sur ce qu'est une image normale. Donc en fait, lui, ce qu'il utilise, c'est le X, le Y et le Z pour donner des informations sur une orientation de la normale. La normale, c'est encore une fois, normalement, si c'était un plane, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à votre surface et qui va représenter en fait l'orientation de ce pixel-là, par exemple, à cet endroit-là. Et donc le X, Y, Z, X va représenter l'horizontal, Y le vertical. C'est vraiment comme des axes X, Y, Z en fait. Hein. Au lieu d'avoir un RGB, lui il le considère comme un X, Y, Z. Et donc par défaut, une normale qui est plate, on va avoir cette couleur-là, parce qu'on a le X, le Y qui sont
à moitié et le Z qui est à fond. C'est-à-dire qu'on a un vecteur qui est pile dans l'alignement qui est parallèle à la caméra. Si on regardait notre plane vue de dessus, la normale en fait serait parallèle à la vue de caméra. D'où cette couleur-là. Donc ça, c'est ce qui est généré. Encore une fois, vous n'allez pas le faire à la main, c'est normal. Le but, c'est que ça soit généré. D'où l'intérêt ici de Substance Designer, puisque si vous venez prendre un noise, prenons un noise par exemple ici, si je connecte un cloud sur l'entrée du normal, eh bien lui, vous voyez, qui vient me convertir cette image qui était en noir et blanc, pour donner du relief, en normal map. Et vous voyez que maintenant, sur mon objet, on a l'impression que j'ai du relief. Ça encore, là, c'est pour l'instant, j'ai juste mis une texture, mais ça, vous verrez que ça sera des choses qui seront bien évidemment beaucoup plus complexes que ça. Mais je pourrais aussi venir prendre un blend et dire que je veux mélanger ce background ici par rapport à, par rapport à cette image-là, par exemple. Ce qui fait que, même celle-là, plutôt, voilà. Ce qui fait que maintenant, mon image ici, alors, pour que ça soit, je ne suis pas obligé de le faire, mais pour que ça soit plus compréhensible, je vais connecter une uniform color en mode grayscale noir. Donc voilà ce que ça va me donner. Donc ça, c'était le cloud. Ça, c'est avec cette opération-là. Et ça me donne ceci. C'est-à-dire que j'ai des zones qui vont être beaucoup moins... Le relief va être beaucoup moins présent. Pourquoi? Parce que c'était blanc ici et qu'il a utilisé du coup ma couleur noire qui était là. Bon là je pourrais le faire autrement, j'aurais pu aussi le mettre ici au-dessus, en mode avec un mode de fusion par exemple. Il y a plein de choses qui sont possibles à faire. Hein. Ici, voilà, il n'y a pas qu'une seule technique à ce niveau-là. Ça va me donner des autres résultats. En jouant avec l'opacité, je peux jouer avec ça pour vraiment faire ce que je veux. Et donc voilà, ça vous permet comme ça de jouer avec le relief. Le relief, alors le node normal, il n'y a pas 50 paramètres. Hein. Vous avez une intensité avec laquelle vous pouvez jouer. Attention, c'est que c'est une intensité là qui est globale, vu que c'est le dernier node que vous allez mettre. Quand vous aurez des énormes graphes pour faire le relief, faudra bien faire attention. C'est qu'à la fin, le relief global ici, si vous utilisez qu'un node normal à la fin, ça va gérer tout le relief. Donc à la fois les détails et les gros volumes. On aura aussi moyen de recréer d'autres nodes normales et de les combiner après. Bon voilà, je ne rentre pas plus dans le détail. Donc vous avez l'intensité et vous avez le format ici OpenGL DirectX. Pour l'instant, je ne parle pas de l'Alpha Channel. Donc OpenGL ou DirectX, par défaut, Substance est en mode DirectX, Substance Painter aussi. L'Unreal Engine est en mode DirectX. Par contre, si vous utilisez des textures dans Blender, ça sera en mode OpenGL. Donc là, vous pourriez demander à générer des textures des normales au format OpenGL. Attention, c'est que pour l'instant, ici, mon node de sortie, lui, il l'est peut-être pas. Je pense qu'il n'y a pas de... Non, ça pose pas de problème. C'est vraiment juste ce node-là qui va le générer. Mais visuellement, ici, on risquerait d'avoir des inversions. En fait, la différence entre OpenGL et DirectX, c'est tout simplement la couche verte, donc Y, qui est inversée. Donc en DirectX et en OpenGL, elles sont inversées, le noir devient blanc et le blanc devient noir. Donc c'est juste une inversion d'une couche. On peut même le faire après, il y a moyen de le faire dans Blender directement, de lui demander d'inverser la couche verte. Moi je vous conseille de rester en DirectX pour que déjà votre matériau puisse fonctionner en Substance Painter, et de plutôt essayer de faire la conversion après, sauf si évidemment vous n'utilisez que Blender et vous n'allez faire que des textures pour Blender, mais sinon c'est plus pratique de rester en DirectX. Donc voilà un peu ce qu'on peut faire ici. Alors moi, ce que je vous propose, c'est, on va peut-être... je vais pas encore vous montrer 50 nodes, je pense, dans cette vidéo, ça n'aurait pas grand intérêt. On va peut-être juste faire un petit matériau assez rapide, avec comme ça plusieurs nodes qui vont être générés, et aussi du relief et de la couleur. Comme ça, on verra un peu comment on passe de l'un à l'autre, par quoi on commence, etc. Alors, moi ici, je suis reparti d'un matériau vide. On va commencer ici. On va faire un petit matériau, alors voilà, qui sera très simple. Hein. Je vais essayer de faire avec les moyens du bord. Je ne vais pas vous montrer forcément 50 autres nodes. Donc ça va être relativement basique. Quand vous allez commencer un matériau, moi je vous conseille de toujours commencer par le relief. Ça sera beaucoup plus simple en fait d'apporter de la couleur après sur un relief existant
plutôt que d'essayer de faire d'abord la couleur et de créer la normale qui pourrait aller avec. Donc commencez par faire la normale, et ensuite vous allez pouvoir dériver ça pour avoir la couleur. Donc moi ici on va faire quelque chose de simple, je vais commencer par mettre, comme j'ai appelé mon matériau stone, on va essayer de faire quelque chose qui est en rapport avec ça. Alors je viens prendre un cloud, je vais venir prendre un cell. Ça je vais le mélanger en mode multiply. Alors je vous ai dit les noise ont des paramètres, hein, donc vous voyez que j'ai des paramètres de scale ici pour le cloud, ou idem ici pour le cell. Alors je vais réduire un petit peu la taille ici du cell. Et voilà, donc vous voyez un petit peu ce que ça me donne. Le but c'est juste d'assombrir par endroit le cloud. Si ça je le branchais sur la normale, voilà ce que ça me donnerait. Alors pour l'instant c'est pas très fort, je vais peut-être ici le mettre à 2. Ça sera peut-être trop, peut-être qu'on viendra à 1 après par la suite, mais c'est juste ici pour bien voir ce qu'on fait. D'ailleurs, pour voir un peu mieux, ici, alors attention parce que ça peut être perturbant de temps en temps, mais je vais vous montrer un node qui peut vous servir quand vous faites votre normal. C'est le node qui s'appelle Curvature Smooth. Donc ici, je vais prendre ma sortie de normale. Je vais chercher Curve. Et vous avez ici Curvature Smooth. Donc ça prend une normale en entrée. Et en sortie, il va vous sortir une image en noir et blanc où il va essayer d'accentuer les reliefs. Donc vous allez avoir les cavities, c'est-à-dire les creux que vous allez avoir par rapport à votre normale, et les edges, les bords en fait, ce qui va être en relief, qui sera blanc. Et donc voilà, il vous fait un mélange des deux, et vous voyez un petit peu le type d'image que ça vous donne. L'avantage, c'est que ça exagère un petit peu l'effet de relief, plutôt que d'avoir quelque chose de blanc. On aura cette exagération, mais justement, attention, c'est que c'est une exagération. Si après vous avez des couleurs qui n'utilisent pas forcément les curvatures, ça risque de... Vous allez avoir peut-être une différence par rapport à ce que vous pensiez. Donc il faut quand même faire attention avec ce node-là. Alors c'est un bon début. Moi par contre, ce que je voudrais, c'est que, comme je suis en train de faire de la pierre, je voudrais qu'à un moment, à la base, c'était une pierre qui était taillée, donc il y a des anfractuosités, mais pas forcément partout. Qu'il y ait des zones qui restent un peu lisses, un peu plates. Donc je vais créer un autre, on va prendre par exemple un black and white spot. Le 1 ou le 2? Non, je vais prendre le 1 plutôt. Ça, je vais mettre un level dessus. Et je vais commencer par utiliser le level pour inverser ma texture. Alors pourquoi? Parce que par défaut, ce noise là, vous voyez que j'ai des points blancs. C'est plein de petits points blancs en fait qui sont regroupés. Ce qui veut dire que si je branchais ça sur ma normale, ça va me donner des points qui vont ressortir. Or moi, là, ce que je voudrais, c'est plutôt des trous en fait dedans. C'est pour ça que je l'inverse, pour avoir plutôt cet effet-là. Mais vous voyez, bon voilà, là c'est un petit peu violent, c'est pas ça que je veux. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ça avec un blend, je vais mettre cette texture-là au-dessus, et je vais la mettre en mode de fusion add sub. Ce truc-là, ça va cramer mon image, donc ce qui était noir va devenir encore plus noir, et ce qui était blanc va devenir encore plus blanc par rapport à mon image qui est branchée ici. Ça, je le branche là, et voilà. Donc ici, vous voyez, ça donne un petit peu l'effet que je voulais, c'est-à-dire j'ai des zones qui sont avec pas trop de relief, et puis d'autres où c'est vraiment j'ai vraiment des trous assez forts. Alors c'est un peu violent, je pense que je vais essayer d'atténuer un petit peu ça. Donc on peut soit jouer ici avec le level, pour essayer d'avoir quelque chose qui va être moins contrasté que ça. Vous voyez ici, je peux essayer d'adoucir un petit peu l'effet. Donc là, comme ça serait pas mal. J'aurais pu aussi jouer sur l'opacité, hein, je peux ne pas le mettre à fond. Vous voyez que ça va changer en fait ici les zones un peu plates. Je vais peut-être aussi augmenter un peu le scale ici du sel. Vous voyez tout de suite, hein, on voit directement hein, l'effet sur la texture, donc c'est ça qui est bien. Globalement, là ici le sel, j'aurais sûrement utilisé d'autres nodes pour essayer de le déformer un peu. Bon là on va le laisser comme ça, pour éviter d'avoir ce côté blob, en fait, ce côté rond vraiment des cellules. Là pour l'instant tout ce qu'on fait ce sera bien. Alors ça c'est chouette, mais le dernier petit problème que j'ai par rapport à ça, c'est que les zones justement qui sont plates, il n'y a vraiment plus aucun relief. Et ça m'embête un peu, c'est pas forcément très naturel, donc je vais refaire un blend,
Et je vais connecter, alors je pourrais le chercher ici, ça s'appelle un fractal sumbase. Alors l'avantage de ce mode-là, c'est, vous voyez, donc on vous le retrouvez ici, hein, ici, voilà, fractal sumbase, donc dans les noise. Vous voyez qu'il n'est pas très contrasté, donc il est assez sympa quand vous voulez juste rajouter un peu de grain, sans que ça soit trop violent. Je vais le mettre en mode multiply, je pense. Et on va pas le mettre à fond, on va juste le mettre un peu. Regardez, ici je vais reconnecter la normale. Et voilà, vous voyez que maintenant j'ai un petit peu de grain aussi à cet endroit-là. Alors, je peux jouer avec l'opacité hein, pour avoir quelque chose qui va être plus ou moins fort en grain. Ouais, je pense que ça c'est pas mal. De toute façon, ici ma normale, je pense qu'elle est un peu forte. Avec 2, c'était trop. Je vais remettre 1. Ça, ce paramètre-là de normal, c'est aussi quelque chose qu'on pourrait laisser en accessible au niveau des paramètres. Hein. Donc on pourrait le changer dans Substance Painter, par exemple, je pourrais demander à ce qu'il y ait plus ou moins de grains assez facilement. Donc ça, il n'y a pas de souci, je peux le faire. Après, encore une fois, vous pouvez jouer sur le paramètre d'opacité. Là, ici, si j'augmentais les... Vous voyez que si j'augmente l'opacité de mon blend, je vais avoir vraiment du grain très fin partout. Et donc là, si j'augmentais, si je remettais 2, j'essaie de pas dépasser de trop, voilà. Si je remettais 2, là, j'ai du grain vraiment partout. Petite info d'ailleurs par rapport à ces slides, tant qu'on y est. Là, vous voyez que le maximum, c'est 3. Mais en fait, c'est un faux maximum. C'est-à-dire que si je clique là et que je mets 500, pour lui, ça lui pose pas de problème, il me fait un truc de 500. Mon slide s'est transformé pour aller maintenant de 0 à 1000 et quelques. Bon, évidemment, là, ça n'a aucun intérêt. Hein. Je vais remettre 2. Je vais même mettre 1,5. Je pense que 1,5, ça serait pas mal. Alors là, je le change sur les normales. C'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. On pourrait aussi venir remettre ici un level. Pourquoi? Parce qu'avec ce level-là, en jouant avec ce paramètre ici, vous voyez que je peux éclaircir ou assombrir la totalité. Ça va avoir le même effet, c'est que ça va aplatir en fait le relief. Et inversement, je pourrais le contraster plus. Ici, j'augmente le contraste. Donc vous voyez que je le mets. Là, on a bien les deux barres hein, qui m'indiquent là où commence le blanc, là où commence le noir. Donc si je fais ça, j'ai un truc où j'ai vraiment du noir et du blanc. Et vous voyez que c'est quand même très... Voilà, le relief est très fort. Je pense... Je vais quand même diminuer un petit peu le blend, là j'avais remis à fond, mais c'était pas forcément ce que j'avais envie d'avoir. Bon là ici, je voulais pas non plus le contraster comme ça, donc on va le remettre tel qu'il était, c'était très bien. Voilà, là, je pense que comme ça, c'est plutôt chouette. Alors évidemment, là normalement, il faudrait continuer, enfin voilà, je pourrais rajouter 50 000 détails et en plus de ça. Là on va s'arrêter ici pour le relief et je vais vous montrer ben, comment on peut passer à la couleur, comment on peut faire de la couleur et du roughness par exemple par rapport à ça. Donc là, par rapport à ce node-là qui est en fait mon 8, c'est des informations de hauteur que je lui donne, je peux créer une texture qui va me servir à faire le roughness. Je peux dériver ça, je vais juste mettre un level, le brancher sur le roughness. Alors vous ne le ferez pas forcément toujours comme ça, hein, mais là moi ici, c'est ce qui est le plus simple. Donc ce level, je vais dire que bah, dans ce qui est creux, dans les creux, je voudrais que ça soit justement qu'il n'y ait pas de reflet. Par contre, sur les parties qui sont un peu plates, là, ça serait bien que ça reflète un tout petit peu, pas forcément très fort, mais au moins un peu. Tout simplement parce que la pierre a été un peu polie, elle a été taillée, donc à cet endroit-là, c'est normal que ça reflète un tout petit peu. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais inverser ici ça. Mais là, ça brille beaucoup. Vous voyez que là, ça devient vraiment très brillant. Et en même temps, ça reste même brillant un peu trop brillant dans les trous, donc je vais changer maintenant le contraste pour vraiment avoir du vrai blanc ici. Là, vous voyez ce que ça donne. Hein. Là, maintenant, j'ai vraiment quelque chose qui est très mat, là où il y avait beaucoup de relief. Et je vais jouer avec les paramètres. Alors, celui-là, plutôt,
pour pas avoir de zone vraiment complètement réflective comme j'avais ici. Là, vous voyez que ça reflète un peu, peut-être même encore un peu trop. Voilà. Juste pour avoir des petits effets comme ça. Donc là, il faudrait jouer avec ces paramètres-là pour essayer d'avoir je dirais le truc le plus proche de la réalité possible, si vous êtes en train de faire des textures réalistes, bien évidemment. Oui, c'est vrai que ça, j'en ai pas parlé. Là, ici, je fais un truc un peu réaliste, entre guillemets. Mais ça peut être aussi utilisé, Substance Designer, pour faire des textures qui sont plus stylisées, hein. Donc, il y a moyen, avec tous les effets qu'on a ici, d'avoir des choses qui vont donner un côté presque plus peinture, ou voilà. C'est pas forcément super évident. Au final, c'est presque plus simple d'essayer de faire des textures qui vont ressembler à la réalité que de faire du stylisé. Mais voilà, c'est tout à fait possible, et il y a moyen de faire des choses très très chouettes avec ça. Bon voilà, ça ira ici pour le roughness. Et donc pour la couleur, je vais vous montrer ce que la plupart des gens utilisent, et ce que moi j'ai plutôt tendance à faire. La plupart du temps, vous verrez des gradient maps. Donc le gradient map, je vais pas rentrer dans le détail ici, parce que c'est un autre qui est un peu compliqué à comprendre. Donc on va pas forcer, je vous le montre pour que vous sachiez qu'il existe, mais on aura l'occasion de le refaire dans une autre vidéo. Le gradient map, en fait, nous permet on a un gradient éditeur ici. Il prend une entrée en noir et blanc, et il va nous sortir de la couleur. Et en fait, cette couleur, on peut régler, sur cette barre de dégradé, comment il va faire la couleur. Donc je peux lui dire que le noir devient, par exemple, du marron, et le blanc devient du vert. Donc il va ressembler, en fait, le noir et blanc pour en faire quelque chose en couleur. Et je pourrais rajouter des points avec des couleurs plus ou moins différentes, et donc ça va, voilà, je pourrais avoir des choses comme ça très particulières. Bon, évidemment, moi, ça ne correspond pas du tout à ce que je devrais faire ici. Je pourrais avoir un truc, voilà, je peux vous faire un exemple vite fait. Je reste quand même plus ou moins dans les tons gris. Voilà. Si je fais ça et que je le branche sur la couleur, ça va me donner ça. Alors, pour l'instant, c'est pas encore bon, mais il faudrait que à mon avis, que je contraste un peu plus, surtout pas là. Donc là, il faut surtout pas que je change ça, parce que ça, c'est ce qui gère ma normale. Mais je pourrais très bien remettre un level ici, avant de le mettre dans le gradient map, pour pouvoir recontraster ici, et avoir un peu plus de facilité quand je fais mon gradient map de gérer tout ça. Ici, c'est cette couleur-là qui est pas bonne. Je vais changer. Essayer de déplacer ça. J'aurais presque intérêt plutôt à faire ça, je pense. Voilà, je vais pas m'éterniser, de toute façon, je vous dis, on aura l'occasion de le refaire, mais ça serait une solution, ça serait de générer la couleur ici par rapport à ça. Bon, là, c'est pas encore bon, voilà. Le problème de ça, c'est que c'est pas accessible en tant que paramètre. Ici, je pourrais avoir quelque chose de paramétrable, mais il faudrait que je mette un autre node ici, un HSL qui me permettrait de changer la teinte, la saturation, la luminosité. Mais ça va globalement changer la totalité des couleurs. Donc moi, ce que je fais parfois, c'est plutôt décomposer en fait tout ça en morceaux, faisant des blends, et en utilisant des endroits stratégiques de mon relief pour superposer des couleurs. Donc ici, je vais venir mettre un uniform color. Je vais en créer un autre ici. Les deux en couleur, en tant qu'à faire. Et donc ici, je commence par venir mettre une couleur de base, par exemple ici. Ensuite, là, j'avais mon autre
mon autre partie ici de graphe, ben, je pourrais faire la même chose, c'est-à-dire dire je vais prendre peut-être la même couleur de base, mais cette fois-ci avec une troisième couleur. Je vais demander de l'afficher parce que sinon je ne vois pas grand-chose. Ceci. Donc là, ici, j'ai vraiment... Ça, c'est la partie couleur. Hein. Je suis sur le relief et là, sur la couleur. Bon, voilà. Donc j'ai bien ça. Je refais un blend. Avec celui-là ici. Ça, je pourrais le mettre en mode overlay, par exemple. Donc vous voyez que ça va me superposer ici. Ensuite, je pourrais reprendre ça. Donc, encore une fois, à chaque fois en opacité. Alors pourquoi il me le met à chaque fois au milieu? Parce que c'est l'entrée principale. Hein. Donc là, je pourrais avoir ça et dire, je vais reprendre ça ici. Vous voyez, ça me donne un peu ce côté-là. Et ça, maintenant, je pourrais le brancher ici en couleur. Alors, quel est l'avantage de ça? C'est que ça, ces trois couleurs-là seraient paramétrables. Je pourrais dire ici, ma couleur de base, maintenant, c'est plus ça. C'est un truc qui va être dans les tons un peu verts. Hein. Et donc, ça va changer globalement tout ça. Je pourrais aussi dire que ici, je fais des levels avant de les connecter. Vous allez voir ici ce que ça va donner. Pour avoir des choses qui vont être un peu plus contrastées. Ici. Je vais faire la même chose là. Et de disperser un peu ça. Ce qui veut dire qu'en ayant ça, voilà, comme j'ai contrasté un petit peu plus ici, ça me permet d'avoir des choses où je vais vraiment avoir pouvoir une couleur. Je vais avoir une couleur vraiment différente dans les creux et les bosses. Bon, voilà, c'était juste pour vous montrer un peu ça. Moi ici, je vais pas forcément rester sur du vert. Hein. C'était pas ça que je voulais faire à la base. On va mettre un truc un peu foncé ici. Celle-là, je pense que je vais la foncer aussi un peu. Au final, je vais peut-être le mettre un peu moins contrasté que ça. Alors, on va le mettre plutôt comme ça. Et ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est justement utiliser des nodes HSL, donc qui me permettent de changer la teinte, la saturation et la luminosité. Donc plutôt que d'avoir trois couleurs indépendantes, si je sais que je vais toujours avoir plus ou moins le même truc, je peux très bien dire, voilà, ça va être ma deuxième couleur. Donc je vais essayer de répéter, d'avoir un truc un peu équivalent à ce que j'avais ici au-dessus. Donc c'était un petit peu plus foncé, ça partait un petit peu plus vers le rouge, voilà. Et ici, idem, je refais un HSL. Lui, il va être plus lumineux, un peu moins saturé. Donc j'essaye de refaire en fait cette couleur-là. Donc j'ai à peu près la même chose, mais là en fait la grosse différence, c'est que même si ça est ça, je pourrais avoir aussi des paramètres. Hein. Ça c'est aussi accessible dans Substance Painter par exemple, je pourrais faire des paramètres exposés. Mais là je pourrais juste avoir ma couleur et dire maintenant, bah, je peux facilement, vous voyez que je vais pouvoir faire une sélection, je peux dire si c'est plus ou moins saturé, et globalement tout va changer en même temps. Vous voyez que je peux facilement ici du coup avoir des choses très différentes. Je pourrais même ici avoir une sorte de presque de pseudo-neige avec un peu le même système. Et donc voilà, c'est le gros avantage de Substance Designer, il est là, c'est de pouvoir avoir des paramètres que vous pourrez changer. Alors ça va bien plus loin que ça, hein, mais je pense que ça vous permet de voir un petit peu le concept de base. Donc ça ici, bah, voilà, c'est un matériau que je pourrais exporter et utiliser ailleurs. Je pourrais même l'utiliser, vous allez voir ici, je vais faire un nouveau graphe, pour vraiment vous montrer jusqu'au bout ce qu'on peut faire avec. Ça, je peux le prendre et le mettre ici. Ici, vous voyez que j'ai mon matériau, et je pourrais dire, donc la couleur, je vais le laisser, le roughness aussi, par exemple, je vais reprendre le métallique. Bon, le height, j'avais rien connecté, donc ça n'aura pas grande incidence. Mais voilà, je fais ça. Mais par contre, le normal,
Je vais... j'ai envie de faire... Alors, qu'est-ce que je pourrais faire ici pour vous montrer ça? Bon, là, je vais un peu plus loin. On aura... Ce que je vais faire ici, on y reviendra. C'est juste pour vous donner un exemple. Voilà, je vais prendre ces deux trucs-là. Non, j'ai pas besoin de le copier, ça. Je vais plutôt faire ça. Je vais demander un... non. On va faire simple, on va faire simple. Donc là, ici, je prends la normale qui est ici, et je fais un blend. Alors, normalement, j'ai un node spécial, hein. Je peux combiner les normales, voilà, je peux faire tout un tas de trucs ici, mais je peux aussi faire un blend, bêtement. Moi, ici, je viens faire un blend, je vais mettre ça en opacité. Sur l'avant-plan, je vais venir mettre ici un normal. Donc si maintenant je zoome, ben voilà ce que ça donne. Vous voyez que j'ai des carrés qui sont totalement lisses et d'autres avec du relief. Si ça, je le branche sur... alors pas ici, ici. Ce node-là, j'en ai pas besoin. Si je branche ça ici, ben je vais avoir, au niveau de ma normale, des choses, vous voyez, de temps en temps, c'est lisse, et de temps en temps, c'est granuleux. Mais j'aurais pu aussi aller un peu plus loin, c'est-à-dire ici, de dire... Alors ça, je vais peut-être d'ailleurs descendre un peu le... faire des carrés un petit peu plus grands. J'aurais pu dire aussi que j'allais faire un blend avec le roughness. Et je vais le mettre en subtract. Donc vous voyez, je peux avoir quelque chose où ben, les parties lisses sont brillantes, les parties qui sont avec du relief vont être mates. Voilà, vous voyez, on peut faire vraiment plein de trucs. C'est vraiment super chouette et c'est très ludique, je trouve, comme logiciel à utiliser. Malheureusement, c'est aussi très chronophage parce que ça va beaucoup jouer sur un processus itératif. Vous allez faire des tests et voir un peu ce que ça va donner. Maintenant, je doute pas qu'il y ait des gens qui soient suffisamment bons en Substance Designer pour savoir exactement où ils vont quand ils commencent leurs matériaux. Moi, j'avoue que je fais encore quand même pas mal de tests. Je dois chercher un petit peu pour réussir à avoir ce que je voulais. Attention tout de même aussi, si vous regardez des vidéos euh, de création de matériaux sur YouTube, vous verrez souvent que déjà c'est assez rapide et la personne met des valeurs numériques directement dans les nodes précises. Si vous voyez ça, vous savez que ça veut dire que le matériau, il l'a déjà fait. Il est juste en train de le refaire et de vous expliquer les nodes qu'il a utilisées, mais il vous montre pas toute la partie où il a cherché comment faire les connexions. Donc ça peut paraître rapide de faire un matériau. Moi, je sais que c'est un processus qui me prend souvent un peu de temps. Le gros avantage, par contre, c'est que c'est réutilisable. Donc vous pouvez l'utiliser après sur plein d'objets différents. Vous pouvez les mixer entre eux. Vous pouvez même en réutiliser un et puis juste faire quelques changements pour avoir 2-3 détails différents. Enfin, voilà, ça peut vraiment devenir un gain de temps si à un moment vous avez un projet conséquent où vous allez pouvoir réutiliser tout ça globalement. Voilà, on va s'arrêter là. Je ne vais pas forcément aller plus loin ici sur Substance Designer. Donc dans le prochain cours, on verra Substance Painter, les bases aussi, et comment on peut ici utiliser ça. J'ai pas fait l'exportation. Je vais quand même juste vous dire, si jamais vous voulez tester vous là-dessus, vous pouvez soit publier le .sbsar. Donc ce fichier-là, c'est un fichier que vous pourriez importer dans Substance Painter, que vous pouvez importer dans Unreal Engine ou même dans Blender. Je crois qu'ils sont en train de faire aussi un add-on. Il y aura bientôt la possibilité de l'importer directement dans Blender, où vous aurez accès aux paramètres, mais par contre, il faut souvent un plugin. Donc Unreal, il y a un plugin spécial Substance si vous voulez faire ça. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est faire clic droit sur le graphe que vous voulez exporter et faire export output as bitmap. Et où là, il va vous sortir tous les outputs ici, sous forme de texture. Vous aurez chaque output avec le nom que vous allez lui donner, underscore, base color, normal, etc., etc. Donc voilà, ça je le fais pas forcément ici, on aura l'occasion je pense de le faire plutôt dans la vidéo où j'utiliserai Substance Painter. On exportera justement ce matériau-là et on l'appliquera sur notre objet. Donc au début, je vais pouvoir faire des distinctions. Je pense qu'à terme, les vidéos que vous aurez dans la playlist Substance, tout va un peu se mélanger, parce qu'on fera un peu de Painter, un peu de Designer. Il y aura des choses parfois qui seront bien délimitées, mais
Globalement, on utilise souvent les deux ensemble, donc voilà. Les vidéos seront plus forcément que sur Substance Designer ou que sur Substance Painter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.